Bonjour à toi et bienvenue à ce cours. Aujourd'hui, nous parlerons de la typographie et de la couleur. Tout d'abord, nous commencerons par la typographie. Qu'est-ce que la typographie? La typographie est l'art et la technique de la disposition des caractères pour rendre le langage écrit lisible et attrayant lorsqu'il est affiché. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous utilisez une police, l'objectif est que cette police soit attrayante et que l'on puisse lire ce qui est écrit. Je répète, que l'on puisse lire ce qui est écrit. Ça ne sert à rien d'utiliser une belle police si on ne parvient pas à lire les caractères qui sont écrits. Déjà, nous avons le vocabulaire de la typographie. Nous avons le glyphe. Le glyphe, c'est juste un signe typographique, donc un caractère. Nous avons le roman. Le roman, c'est lorsqu'une police est normale. On parle de roman. En opposition, police italique ou gras. Il y a Cape Line. Cape Line, c'est la ligne invisible au-dessus des lettres que les lettres ne dépassent pas. Donc, c'est la taille, par exemple, du L, du C. C'est ça qu'on appelle Cape Line. Nous avons le font. Le font, c'est le style, la taille et l'épaisseur d'un texte. Lorsqu'on parle souvent de font family, on parle de font size. C'est à ce font-là que cela fait référence. Également, nous avons X-height. X-height, c'est la hauteur de la lettre minuscule dans une police. Donc, voilà le X-height ici. S'il fallait utiliser le X-height ici, ça devait se placer au-dessus du A et au-dessus du I de cette façon. Et comme nous avons Cape Line, nous avons également Baseline. C'est la ligne invisible où se posent les caractères. Donc, la ligne qui est souvent dans nos cahiers double ligne, par exemple, ou dans les cahiers avec des carreaux, la baseline qu'on utilise. Nous avons ce qu'on appelle arm. Arm, c'est le trait horizontal qui se connecte à la tige à l'une ou l'autre des deux extrémités. Là voilà. Donc arm ici, c'est comme le pied fort de la lettre, la colonne vertébrale en fait. Nous avons sérif. Sérif, c'est la ligne qui apparaît au bas du caractère. En typographie, lorsqu'on parle de terme sérif, c'est utilisé pour nommer une police précise. En fait, ici, il y a sérif. Sérif, c'est juste ceci, ce que vous voyez en orange là. On appelle encore ça empattement. C'est-à-dire lorsque des caractères ont des pieds, si je peux dire ainsi. Ça, ce sont des polices sérifs. Donc, les polices avec des empattements comme ça, on dit qu'elles sont sérifs. Et en inverse, lorsqu'on parle de sans sérif, c'est lorsqu'une police ne présente pas ces empattements-là. Par exemple, celle-ci. Vous voyez, les lettres sont droites. Il n'y a pas d'empattement aux extrémités. Également, bon, nous avons font family, nous avons point size, nous avons weight. Voici ce qui est important. Kerning, c'est l'espace entre deux lettres. Le kerning varie selon la paire de la lettre A espacée. Vous voyez, ce sont ces petites boules bleues qui représentent le kerning. En fonction des lettres, cette distance est plus grande ou plus petite. Nous avons tracking. Tracking, c'est l'espace de taille égale entre toutes les lettres. Si vous avez besoin que votre texte recouvre plus d'espace, il faudra augmenter le tracking. Ça, c'est souvent dans les logiciels qu'on augmente le tracking entre les lettres. Nous avons le leading. Le leading, c'est, à la différence du tracking, c'est l'espace qui sépare deux lignes différentes. Donc le leading, c'est au niveau de la verticale. Nous avons stroke. Stroke, c'est la ligne singulière qui forme une partie d'un caractère. Nous avons stem, la ligne principale comme verticale d'un caractère. Ici, stem. Elle est souvent confondue parfois avec arm lorsque ça dépend des polices. Parfois, elle peut être confondue avec arm. Nous avons shoulder. Shoulder, c'est la courbe du H. Vous voyez. Et nous passons maintenant aux outils de typographie. Les outils de typographie, ce sont des outils qui vous permettront de créer pour certains vos propres polices et ensuite de les utiliser par la suite.
Donc nous avons plusieurs, il y a Glyphair Studio, il y a Font Arc, il y a Font Self Maker, il y a Prototypo, il y a Bitfont Maker. Donc certains, vous irez faire des recherches sur ce qui vous intéresse, mais il y en a qui sont plus complets que d'autres. Par exemple, Font Self Maker, vous créez vos propres polices de caractères depuis Photoshop et Illustrator. Très simple d'utilisation, il permet de convertir en un clic n'importe quel dessin de lettres ou un alphabet complet en caractères typo. Donc, si vous utilisez Font Self Maker, vous pouvez finir de créer vos caractères et les convertir directement. À présent, nous allons passer à la couleur. Je vous ai dit le titre du cours, c'est typographie et couleur. La couleur, c'est l'élément de l'art qui est produit lorsque la lumière qui frappe un objet est réfléchie vers lui. Bon, ça ce sont les grandes définitions qui souvent ne veulent pratiquement rien dire. La couleur, c'est juste, vous connaissez la couleur, c'est ce que l'œil voit sur un élément, aussi simple que ça. Et la couleur a ce qu'on appelle la théorie des couleurs. La théorie des couleurs, c'est une science et c'est un art. Parce qu'on n'utilise pas les couleurs n'importe comment. Du moins, lorsqu'on veut être vraiment professionnel, il faudrait que chaque couleur qu'on utilise ait une signification. Et il y a la perception. Nous avons parlé de l'émotion par avant. Il faudrait que la couleur soit capable de soulever une émotion particulière. Donc on n'utilise pas des couleurs au hasard. La théorie des couleurs concerne également les messages que les couleurs communiquent ainsi que les méthodes utilisées pour reproduire les couleurs. La théorie des couleurs vous aidera à construire votre marque et cela vous aiderait également à obtenir plus de ventes. La théorie des couleurs peut non seulement guider votre stratégie marketing, mais aussi vous aider à mieux comprendre la stratégie de vos concurrents. Nous avons le branding, nous avons le marketing et nous avons la vente. Voilà les trois aspects les plus importants. Il faudra toujours avoir cela en tête lorsque vous ferez le branding des entreprises. Voici un point important qu'il faut retenir. Les gens décident s'ils aiment ou non un produit en 90 secondes ou moins. Et généralement, c'est même 60 secondes. 90 secondes, c'est trop. Donc, c'est maximum 90 secondes. Et 90% de cette décision est basée uniquement sur la couleur. Lorsqu'on dit que c'est basé sur la couleur, là, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a la couleur et il y a également des caractères ou alors le design du produit. Donc, la couleur et le design du produit. Et ça se fait en moins de 90 secondes. Voilà également pour ce qui est de la couleur des théories. La théorie des couleurs, pardon. Les couleurs sont rangées en trois catégories. Tout d'abord, nous avons les couleurs primaires. Les couleurs primaires, c'est le rouge, c'est le vert et le bleu. On appelle souvent ça RGB. Ces couleurs primaires ici sont à la base des autres couleurs. Et en fonction des appareils utilisés, il y a certains appareils qui utilisent les couleurs primaires, certains appareils qui utilisent les couleurs secondaires. Par exemple, la télé, l'écran, les projecteurs utilisent les couleurs primaires. Et c'est à partir de ces couleurs-là qu'elles projettent pour créer d'autres couleurs. Par contre, les imprimantes utilisent les couleurs secondaires. Cyan, magenta, yellow and black. Donc ça, c'est pour les imprimantes. Et il faudra toujours garder en tête, lorsque vous faites un design, est-ce que ce design sera affiché à un écran ou alors est-ce que c'est destiné à l'impression? Si vous faites par exemple un flyer ou une carte de visite, ce sera destiné à l'impression. Donc il faudra utiliser des couleurs secondaires pour qu'il n'y ait pas de différence entre la couleur que vous avez utilisée pendant la conception et la couleur qui sera ressortie sur votre flyers ou sur votre carte de visite. Ça également, c'est un point à ne pas négliger.
Et en dernier lieu, nous avons la couleur tertiaire. Les couleurs tertiaires sont des combinaisons des couleurs primaires et secondaires. Et il y a 6 couleurs tertiaires. Nous avons yellow green, blue purple, yellow orange, red purple. Donc vous voyez bien que c'est une combinaison des couleurs primaires et secondaires. Maintenant, on a ce qu'on appelle la roue de la couleur. La roue de la couleur est composée de 3 couleurs primaires, 3 couleurs secondaires et 6 couleurs tertiaires. Être capable de comprendre les termes et processus qui accompagnent les couleurs vous aidera à mieux percevoir la vision d'un client afin de lui fournir un travail qui sera en étroite ligne avec ses attentes. La roue de la couleur est divisée en 2 parties. Nous avons la partie chaude et la partie froide. La partie chaude, ce sont des couleurs telles que le jaune, l'orange et le rouge. Et en partie froide, nous avons le vert, nous avons le bleu et nous avons le violet, ainsi que tous les mélanges qui sont au milieu. Les couleurs chaudes et froides sont utilisées pour représenter souvent les logos. Et il faut comprendre les émotions et il faut comprendre à quoi chaque couleur renvoie dans le terme positif et dans le terme négatif. Parce que chaque couleur a une signification positive et une signification négative. Nous le verrons par la suite. Voilà, nous sommes arrivés sur une place importante. À travers la roue de la couleur, nous voyons, vous connaissez ce logo, le logo de Burger King. Le logo de Burger King utilise le système triadique, c'est-à-dire sur la roue de la couleur, on prend 3 couleurs qui sont opposées en forme de triangle. On prend le bleu, on prend le jaune et on prend le bordeaux. C'est ces couleurs-là qui forment le logo de Burger King. Ça, c'est un bon procédé parce que en utilisant cette formule-ci, les 3 couleurs que vous pouvez prendre seront toujours lisibles les unes sur les autres. On peut utiliser également une autre stratégie. On utilise les couleurs complémentaires. Vous voyez ici. C'est-à-dire on prend 2 couleurs opposées au niveau de la roue de la couleur. Comme pour faire ce logo-ci, PP Power. On a pris du vert et du rouge. Vous voyez, voici le rouge ici. Il est diamétralement opposé au vert. Pardon. Il est diamétralement opposé au vert. Comme ça. Ça également, c'est une façon de procéder. Ou alors, on peut toujours utiliser des couleurs analogues. Des couleurs analogues ici, c'est prendre des couleurs qui sont côte à côte pour faire un logo ou pour faire une illustration. Ça également, parfois ça passe, parfois ça casse. Le tout, c'est qu'il faut savoir jouer avec les couleurs. Maintenant, nous avons les termes comme le contraste, la vibrance et monochromatique. Ces termes également, c'est toujours pour faire référence aux couleurs. Le contraste, le plus grand contraste, c'est lorsqu'on prend du blanc et du noir. Là, on voit très bien le contraste. On peut aussi utiliser le monochromatique, c'est lorsque une seule couleur est utilisée ou alors juste peu de variété. Et le dynamisme, c'est un terme qui signifie beaucoup de choses dans plusieurs contextes. Ça dépend du contexte. Ça, ce sont des outils sur le logiciel Adobe Illustrator. Nous le développerons davantage par la suite. Mais déjà ici, ce qu'il faut comprendre, ce sont des outils pour utiliser les couleurs. Ça, c'est la palette de couleurs d'Adobe Illustrator. Là, nous avons, vous voyez bien qu'ici, c'est CMYK qui est coché, c'est-à-dire les couleurs secondaires qui sont utilisées, parce que le montage ici sera destiné à l'impression. C'est pour ça qu'on n'utilise pas RGB. Voilà également un autre outil très important, eyedropper. Eyedropper, encore appelé la pipette. La pipette aussi est utilisée pour prendre une couleur précise. Il suffit de sélectionner l'outil, de cliquer sur la pipette et de cliquer sur la couleur. Ça également, nous le verrons dans la pratique. Ainsi que tous ces autres panneaux là
seront développées davantage lors de la pratique. Ce qui est bien avec les logiciels, c'est qu'il y a des effets qu'on peut apporter, comme par exemple l'effet dégradé. Vous pouvez prendre deux couleurs et il vous sort un dégradé en fonction de ces couleurs. Donc, le dégradé, c'est un peu, il crée des nuances de couleurs jusqu'à atteindre la couleur d'arrivée. Donc, si vous prenez du blanc et du noir, il vous sortira des dégradés à travers le gris et jusqu'à arriver au blanc. Donc, nous avons également l'outil pot de peinture. Lui, c'est un outil qui est très rapide, donc on finit de faire ça. C'est pour colorer de façon dynamique, c'est-à-dire on finit de faire notre illustration, on le prend juste et comme si on versait de la peinture, pas toute l'illustration est coloriée. Maintenant, ça c'est le dernier point, la couleur et les émotions. Nous avons les couleurs ici, nous avons la signification positive et nous avons la signification négative. Par exemple, le jaune. La signification positive du jaune, c'est quoi? C'est la joie, c'est la lumière, c'est l'amitié, c'est l'intelligence. Par contre, la signification négative, c'est l'anxiété, c'est la lâcheté, c'est l'orgueil et c'est le mensonge. Orange, symbole de communication, de générosité, d'ambition. Par contre, la signification négative, c'est la malveillance, c'est le kitsch. Le rouge symbolise la passion, la puissance, le courage et le dynamisme. Mais le rouge aussi, de façon négative, renvoie à la colère, à la violence, au danger et à l'agressivité. C'est de même pour toutes ces couleurs. Il faudra prendre cela en compte lorsque vous aurez besoin de choisir la couleur à utiliser pour vos prochains travaux. C'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Merci.